Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Francette-Pierre-Émile. Pour ce podcast inédit, direction la Martinique et ses plages paradisiaques. Mais c'est pourtant l'enfer qu'a vécu Francette-Pierre-Émile. Cette institutrice sans histoire disparaît un jour mystérieusement pendant sa pause déjeuner. Quelques semaines plus tard, son corps est retrouvé au fond d'un ravin. Rapidement, les enquêteurs en sont convaincus, l'assassin est à rechercher dans la propre famille de Francette. Mais qui? Et surtout, pourquoi? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter une dizaine d'années auparavant. Tout commence dans les Antilles françaises, à Fort-de-France, sur l'île de la Martinique. Je dirais d'abord que l'île de la Martinique, c'est un joyau de la Caraïbe. Elle se manifeste par sa diversité. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Diversité dans tous les domaines. Diversité de paysages, diversité de faune et de flore, diversité de culture. Donc c'est une île qui est très attachante. Fort-de-France est la principale agglomération de l'île, une ville d'environ 70 000 habitants, bordée par les eaux turquoises de la mer des Caraïbes. Alors Fort-de-France est le chef-lieu de la Martinique, la capitale. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Une ancienne ville coloniale, un peu sur le déclin. Parce qu'effectivement, sur Fort-de-France, Ludovic Romain, avocat des parties civiles. il faut savoir qu'il y a une forme de disparité. Dans le centre-ville, vous avez effectivement une population qui va y habiter, mais qui est plutôt réduite. C'est en proche périphérie de Fort-de-France que se trouve le quartier de Cluny, un secteur plutôt résidentiel où habitent de nombreuses familles martiniquaises. On y trouve effectivement beaucoup de commerces, de boutiques, un hypermarché. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. On y trouve une école, le couvent de Cluny, une école qui doit être centenaire. C'est une école privée. C'est pas seulement un établissement réservé aux jeunes filles de bonne famille, qui effectivement a une très très bonne réputation. Et c'est vrai que c'est comme une espèce de petite famille. Le couvent Saint-Joseph de Cluny, un établissement catholique d'excellence qui va de l'école maternelle à la terminale. C'est ici que Francette-Pierre-Émile travaille depuis de longues années. Geneviève Tell, la directrice, et Paul Gabriel, l'une de ses collègues, se souviennent d'elle avec émotion. Alors, Francette est arrivée dans cet établissement très tôt, puisqu'elle était d'abord surveillante. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Et puis, elle est devenue enseignante. C'est devenu plus que ma collègue. C'est devenu véritablement une amie. Quelqu'un avec qui j'avais d'énormes affinités. Étant donné que c'était une femme tellement avenante, tellement solaire, qui vous mettait en confiance. Paul Gabriel, ami de Francette. On avait plaisir à la côtoyer, donc nous sommes devenus amis. Donc on était souvent ensemble et ça nous a soudés. Après toutes ces années passées à Cluny, Francette-Pierre-Émile a réussi à faire l'unanimité autour d'elle, au point de devenir l'un des piliers de l'équipe enseignante. Maîtresse très gentille, maîtresse proche de ses élèves, à l'écoute, essayant de faire pour le mieux, pour que ses élèves réussissent. Les élèves et les parents ont gardé un excellent souvenir de Francette. On savait que on pouvait aller voir Francette lorsqu'il y avait un problème parce qu'elle avait toujours cette oreille attentive et qu'elle avait toujours cette douceur en elle. À 59 ans, Francette est une femme à la fois épanouie et très séduisante, mais aussi une mère de famille accomplie, comme en témoigne sa propre fille, Alexa.
C'était une très belle femme. Elle avait un très joli visage. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Et surtout, une magnifique chevelure. Elle avait de très beaux cheveux et toujours très élégante, toujours bien habillée. Elle aimait ça. Elle avait une démarche très particulière, un peu aérienne. Elle était vraiment très classe. Vraiment sain de corps et d'esprit, avec une très bonne mentalité. Voilà plus de 30 ans que Francette et son époux Gérard forment un couple très uni. Ensemble, ils ont 3 grands-enfants, alors âgés d'une vingtaine d'années. Francette Pierre-Émile habite dans le quartier de Balata, proche du couvent de Cluny, avec son mari. Virginie Selvetti, journaliste. Elle a 3 enfants, dont une, Alexa, sa fille, qui vit sur le terrain familial dans une autre maison. C'était une mère extrêmement dévouée, attentive au bien-être de ses enfants. Elle parlait beaucoup de ses enfants. Une maman qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que et les études se passent bien et leur vie personnelle. Un mari qui s'occupe au quotidien du foyer, un métier qui la comble, une vie de famille des plus harmonieuses, ainsi va l'existence heureuse de Francette Pierre-Émile sur l'île de la Martinique, jusqu'à ce terrible événement de l'été 2005. Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de ce journal sera consacrée à cette nouvelle catastrophe aérienne qui a coûté la vie à au moins 152 Français de Martinique. Le 16 août 2005, une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire des Martiniquais. Ce jour-là, l'appareil d'une compagnie colombienne en provenance d'Amérique centrale disparaît brutalement des radars. C'est un avion qui était en voyage au Panama et qui revenait sur la Martinique et qui s'est donc crashé au Venezuela, donc à Maracaibo. 152 Martiniquais au total qui meurent. Tout le monde connaissait quelqu'un qui est parti dans ce crash. Tout le monde a perdu un frère ou un cousin ou une connaissance. Ça a vraiment été quelque chose que la Martinique n'oubliera jamais. Sitôt la nouvelle annoncée, des centaines de Martiniquais convergent vers l'aéroport de Fort-de-France. Sur place, nom après nom, la liste des passagers est énumérée au micro. Mégé Hubert. Une scène insoutenable. Tout le monde veut comprendre ce qui s'est passé. Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. Et à chaque fois qu'on citait un nom de victime, on entendait un cri, si bien qu'ils ont dû cesser de citer des noms. Tout cela pour savoir que, in fine, il n'y a pas eu de survivants. Parmi les très nombreuses familles de l'île frappées par ce drame épouvantable, celle de Francette. Ce jour-là, l'institutrice perd son frère, prénommé Raphaël. Notre famille a effectivement été touchée par ce drame puisque le frère de ma mère, donc qui était mon parrain, était dans l'avion et a disparu dans la catastrophe. Interviewée à l'époque par la télévision martiniquaise, Francette et sa mère sont sous le choc. C'est vrai, c'est encore son rire qui résonne là. Et toujours d'humeur égale, c'est ça, il me communiquait sa bonne humeur. Quand une maman perd un fils, c'est une partie de ses entrailles qui s'en va. Et que cette douleur va me rester tout le temps. Francette Pierre-Émile est totalement dévastée. Elle ne le sait pas encore, mais quelques années plus tard, elle verra à son tour son existence brisée par le destin. « 2 décembre 2014. 9 ans se sont écoulés depuis la catastrophe aérienne. Une journée qui, pour Francette, commence le plus normalement du monde. Ma mère, c'était une femme très organisée, qui avait toujours la même routine, en fait. Elle allait travailler le matin, elle rentrait le midi chez elle pour déjeuner, elle repartait à l'école l'après-midi. À 12 heures précises, l'institutrice quitte en voiture son établissement scolaire.
Direction le domicile conjugal, dans le quartier de Balata, où son mari l'attend. Alors Gérard, lui, aussi, a sa journée rythmée et calquée sur la routine de Francette. Donc il va préparer un déjeuner. Il voit l'heure passer, il ne voit pas Francette, il voit que l'heure de reprise des cours va arriver. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Elle n'a pas appelé, ça n'est pas dans ses habitudes, elle m'aurait appelé, elle sait que je lui ai préparé le repas, donc il commence à se poser des questions. Même incompréhension à l'école Saint-Joseph de Cluny. Geneviève, la directrice, s'en souvient, à 14h, Francette ne se présente pas à la reprise des cours. Le midi se passe, et puis 2h30 arrive, je ne la vois pas. Alors bon, peut-être qu'elle est en retard. J'appelle, le téléphone sonne. 5 minutes passent, je rappelle. Et cette fois, messagerie. Et là, vraiment, on s'est inquiété. Parce que Francette, c'est quelqu'un qui, de toute façon, m'aurait appelé. Et le fait qu'elle ne m'ait pas appelé, tout de suite, je me suis inquiétée. Peu à peu, l'inquiétude gagne tous les proches de l'enseignante. En particulier, Gérard, son mari, et Alexa, sa fille. Ce n'est pas du tout son genre de les laisser sans nouvelles. En fin d'après-midi, il m'a demandé si j'avais des nouvelles de ma mère parce qu'elle n'était pas rentrée le midi. Alors j'ai trouvé ça très bizarre, effectivement. Et à ce moment-là, l'inquiétude que vivait Gérard, tout seul, va se répandre, puisque ça va atteindre maintenant les enfants, et les enfants vont commencer à se poser des questions. Disparaître comme ça, non, c'était pas dans ses habitudes. Francette aurait-elle été victime d'un accident de la route? En début de soirée, Gérard Pierre-Émile, rongé par l'angoisse, se rend au commissariat central de Fort-de-France. La police lance quelques recherches, mais cela ne donne rien. Aucun accident signalé, aucune trace de Francette dans les hôpitaux. Le soir, j'appelle Gérard. Et je lui dis, mais Gérard, qu'est-ce qui se passe? Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Est-ce que tu as des nouvelles de Francette? Et on essaie de voir ensemble qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Tout de suite, j'ai paniqué. J'ai dit à mon époux, Francette a disparu. Paul Gabriel, ami de Francette. Quelque chose s'est passé. Je suis sûre que quelque chose est arrivé à Francette. Le lendemain matin, 3 décembre 2014, toujours aucune nouvelle de Francette. Après avoir écarté la thèse de l'accident, les enquêteurs s'interrogent. Francette n'aurait-elle pas choisi de disparaître volontairement? Le commandant Stéphane Cugnot, de la police judiciaire, est alors désigné pour diriger les investigations. En questionnant ses proches, il comprend que cette hypothèse ne tient pas la route. Francette, en effet, venait d'être grand-mère et elle devait aller en métropole lors des fêtes de fin d'année pour rendre visite à son autre fille. Elle est ravie d'être mamie, évidemment. Stéphane Cugnot, commandant de police. Et elle préparait un voyage de Noël en métropole pour y rejoindre sa fille Mélanie. Son premier petit enfant, c'était un événement extraordinaire. Je crois que toute l'école était au courant. Elle a partagé sa joie, son bonheur intense d'être enfin grand-mère. Elle attendait ça. Dans ces conditions, pourquoi vouloir se volatiliser? Tandis que les questions se bousculent, un événement va tout faire basculer. En début d'après-midi, une collègue de Francette prévient les forces de l'ordre. Elle vient de tomber sur la voiture de l'institutrice, garée sur le parking d'un centre commercial du quartier. Le véhicule de Francette Pierre-Émile est retrouvé le lendemain. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Le 3 décembre, au patio de Cluny, à quelques dizaines de mètres du couvent. Il n'y avait aucune raison que la voiture de Francette se trouve là. Donc déjà, cette découverte va entraîner des questions. Une découverte qui laisse le commandant Cugnot très perplexe. Où pourrait bien se trouver l'enseignante? Et pourquoi sa voiture a-t-elle été localisée à cet endroit? Les investigations s'accélèrent. On se met d'accord avec nos collègues de la gendarmerie
pour se répartir les tâches. Le véhicule étant retrouvé en zone gendarmerie, on s'est mis d'accord pour que la gendarmerie effectue les constatations sur le véhicule, tandis que nous, police, on effectuait les premières recherches du côté du couple Pierre-Émile. Le véhicule de la disparue est passé au peigne fin par les gendarmes. Et très vite, un premier élément les intrigue. Dans la voiture, on retrouve effectivement ses affaires de classe. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Ses livres, ses cahiers, ses copies, qui sont assez un peu éparpillés un peu partout. Mais aucune trace ni de son téléphone portable, ni de son sac à main. Virginie Selvetti, journaliste. De la vie de tous, Francette Pierre-Émile est une femme ordonnée. Il est très étonnant que sa voiture soit en désordre. Voilà qui ne correspond pas, en tout cas, au caractère de Francette. Et ça n'est pas tout. Il y a une chose qui va attirer leur attention. Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. C'est le positionnement du siège du conducteur. Puisque le siège est reculé et incliné. Or, Francette Pierre-Émile, qui n'était pas très grande, conduisait très proche du volant et surtout le siège très droit. Ce qui laisse penser aux enquêteurs que ce n'est pas Francette Pierre-Émile qui était au volant de sa voiture. Comme si quelqu'un de bien plus grand que Francette avait conduit sa voiture avant de l'abandonner près de l'école. Une hypothèse qui se confirme lorsque la gendarmerie découvre un ADN masculin à l'avant du véhicule. Donc les constatations ont permis aussi d'effectuer de nombreux prélèvements d'ADN, en particulier au niveau du siège conducteur. Pour vous synthétiser, il y a eu à peu près 70 scellés de prélèvements qui ont été réalisés. Des traces ADN qui appartiennent à quelqu'un dont on ne connaît pas pour le moment l'identité. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. On se dit, mais qui est cette personne en fait ? Qui peut bien être ce mystérieux conducteur? Et pourquoi se trouvait-il au volant de la voiture de Francette? Pour les enquêteurs, voilà qui commence à faire beaucoup. Pourtant, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Les constatations ont permis de révéler la présence de sang sur un pare-soleil qui était dans le coffre du véhicule, mais également tout un tas de taches de sang au niveau de la garniture du coffre. On va bien sûr automatiquement envoyer en analyse. Les analyses effectuées vont révéler qu'il s'agit du sang de Francette Pierre-Émile. Ce siège avant reculé, cet ADN masculin inconnu, et maintenant ces traces de sang. Face à ces éléments inquiétants, l'affaire change totalement de dimension. À partir du moment où on a connaissance des traces de sang frais dans le coffre du véhicule, on en avise évidemment le magistrat qui bascule de disparition à enlèvement et séquestration. À partir de maintenant, c'est une course contre la montre qui va s'engager pour retrouver Francette Pierre-Émile. La maîtresse d'école au grand cœur aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Serait-elle retenue quelque part contre son gré? La piste du kidnapping occupe désormais tous les esprits. Mort d'inquiétude, Gérard Pierre-Émile, le mari de l'enseignante, lance un appel désespéré à la télévision. Ce qui est très inquiétant, c'est de voir que ça dure depuis maintenant près de 5 jours. Gérard Pierre-Émile, mari de Francette. Quel est le mobile de la personne qui la détient, si quelqu'un la détient? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il souhaite? Quel est son mobile? Qu'est-ce qu'il veut? En fait, si quelqu'un la détient, qu'est-ce qu'il veut? Qu'il nous rende notre maman et qu'on lui donne ce qu'il veut. Mais les heures passent et aucune demande de rançon n'est reçue par la famille. Une famille qui, par ailleurs, ne roule pas sur l'or. Alors pourquoi s'en prendre à Francette? Il n'y a pas de difficulté financière, mais pour autant, ce n'est pas une famille riche, donc on imagine mal quelqu'un enlever Francette Pierre-Émile pour un motif financier. À ma connaissance, il n'y a jamais eu ce type d'enlèvement ici, avec demande de rançon. Donc on a pu en parler, mais c'est pas vraiment une hypothèse qu'on a privilégiée, quoi. À l'école Saint-Joseph de Cluny, les jours défilent et toujours rien. Les élèves de Francette
se retrouvent privés de leur institutrice adorée. N'ayant pas de nouvelles de Francette depuis le mardi soir, donc il a fallu avertir un peu ses élèves et aussi toute la communauté éducative, les autres classes. Donc là, je ne peux plus dire aux élèves, maîtresse va réapparaître. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Elle a disparu. Au-delà du personnel de l'école, c'est toute la population de l'île qui se mobilise. Un immense élan de solidarité se met en place au bénéfice des proches de Francette. La famille va déployer une énergie extraordinaire pour essayer de trouver Francette Pierre-Émile. Ils savent que c'est une course contre la montre, donc des battues sont organisées. Beaucoup de gens sont venus nous aider, des gens qu'on ne connaissait même pas, qui sont venus nous aider, qui se sont mobilisés, qui organisaient les battues et vraiment pour la chercher partout. Et cela sans aucun résultat. Alors que Francette s'est volatilisée depuis une semaine, la police judiciaire décide de fouiller le domicile de la disparue à la recherche de nouveaux indices. Et c'est là que les enquêteurs mettent la main sur un élément troublant. On trouve un document qui avait été adressé au procureur de la République. Stéphane Cugnot, commandant de police. Pour une plainte à l'encontre d'un des frères de Madame Pierre-Émile. Le frère de Francette, qui est atteint de troubles psychiatriques, lui en veut depuis plusieurs années pour une sombre histoire de terrain et peut-être à l'origine de sa disparition. Un différend familial autour d'un héritage. Pour les policiers, c'est peut-être dans cette direction qu'il faut chercher. On décide de le convoquer très rapidement et il vient nous expliquer lui-même son emploi du temps du 2 décembre. Et il nous donne un emploi du temps qui est particulièrement vérifiable. Il va expliquer que pour le jour des faits, il a un alibi. Il est allé faire des courses. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Il va produire en fait tous les tickets d'achat. Donc il sera rapidement mis hors de cause. Résultat, cette piste familiale est abandonnée. C'est alors qu'une enseignante de Saint-Joseph de Cluny vient livrer aux enquêteurs un témoignage crucial. La veille de la disparition, elle aurait aperçu un homme rôder près de l'établissement. Cela pourrait-il avoir un lien avec l'affaire? Et il y a une collègue qui dira qu'elle a vu, en particulier, un individu. Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Il avait l'air un peu agacé, voire énervé, et qu'il cherchait quelqu'un, et comme quelqu'un qui est à l'affût. Ça nous a beaucoup interpellés. On s'est demandé ensuite, quand le drame est survenu, qu'est-ce qu'il venait faire? Est-ce qu'il était en repérage? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là, etc. Rétrospectivement, les collègues de Francette se souviennent qu'elle avait l'air perturbée. C'était la veille de sa disparition. Le jour où cet homme se trouvait à proximité de l'école. Plusieurs de ses collègues ont fait la réflexion comme quoi elle semblait tracassée par quelque chose, puisque alors que d'habitude elle était toujours solaire, souriante, ce jour-là, une collègue n'avait pas été saluée par Francette. Parmi les policiers, les interrogations sont nombreuses. Qui est cet inconnu qui rôdait dans les parages 24 heures avant sa disparition? Connaissait-il Francette? Est-ce bien lui qui conduisait sa voiture? Pour le savoir, ils saisissent les vidéosurveillances du parking où a été retrouvé le véhicule de Francette. Les enregistrements qu'on a pu récupérer nous ont permis d'avoir une heure certaine pour l'arrivée du véhicule. Le véhicule est arrivé à 22h15 dans la nuit du 2 au 3. Il y a un homme qui sort, alors on ne le voit pas, mais un homme qui sort du véhicule et qui s'en va. La qualité de ces images ne permet pas de mettre un nom sur cet inconnu. S'agirait-il du même individu aperçu la veille près de l'école? Les enquêteurs en sont convaincus. Pour tenter de découvrir son identité, ils montrent ces vidéos aux collègues de Francette. Soudain, l'une d'elles parvient à l'identifier. Et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de l'ex-gendre de Francette Pierre-Émile, Philippe Ponsard. Philippe Ponsard, qui a été en fait le compagnon de la fille de Francette,
Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. Mais que ces personnes étaient séparées depuis plusieurs années. Donc c'est vrai qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? D'après les caméras de vidéosurveillance, c'est donc Philippe Ponsard, l'ex-beau-fils de Francette, qui aurait abandonné sa voiture sur le parking. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, est bien connu à Fort-de-France. Alors physiquement, un homme grand, clair de peau, avec une petite moustache, les cheveux courts, sûr de lui. C'est un personnage haut en couleur, tapageur, un petit peu vulgaire. Il a été marié, père de 4 enfants, il multiplie les conquêtes. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. Il y a un certain charisme, une aura, donc qui attire, qui plaît, qui sait charmer. Donc voilà, c'est Philippe Ponsard. Philippe Ponsard est issu d'une famille plutôt aisée de la région. Il a monté, voilà quelques années, sa propre entreprise de sécurité. Philippe Ponsard, c'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien dans sa vie. Il a fait pas mal de métiers, c'est un homme entrepreneur qui s'est lancé dans beaucoup de choses. Virginie Selvetti, journaliste. Mais ce qui lui a permis de bien vivre, c'est surtout l'héritage de son père, avec lequel il s'est acheté de nombreux biens. Philippe Ponsard aime les belles choses, il aime montrer qu'il a de l'argent. C'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup sortir, qui aime les soirées. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Qui aime la fête et du coup l'alcool. Qui boit beaucoup, enfin c'est un fêtard. Vraiment, c'est un fêtard. Philippe Ponsard est connu de tous les bringueurs de l'île. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Parce qu'il est dans toutes les fêtes, il est dans toutes les soirées. Les policiers l'ont bien compris, Philippe Ponsard n'est pas un homme discret. Il aurait même le don pour se faire remarquer, comme dans ce reportage de la télévision locale, 2 ans avant les faits. C'était à l'occasion du carnaval de Fort-de-France. Lors du carnaval, les hommes n'hésitent pas à se travestir en femmes. Comme Philippe, qui chaque année en février se transforme en clitounette. Là, elle est debout à 9h, elle a tout le temps de préparer son showtime pour l'après-midi, quoi. Parce que c'est vrai que Clitounette, dans sa jeunesse, sortait tous les soirs, bien sûr. Mais maintenant, c'est un peu plus difficile. Elle fait ce qu'elle peut, hein, en fait. Préparez-vous, parce qu'il y en a pas qui sont aussi belles. Un personnage exubérant, en apparence sympathique, mais qui cacherait en réalité un tout autre visage. En particulier, d'après ses anciennes compagnes. Au fur et à mesure de l'enquête, on va se rendre compte que Philippe Ponsard est quelqu'un d'extrêmement inquiétant et dont le parcours est marqué par la violence. Et la violence à l'égard des femmes. Une ex-compagne qui relatait des violences dans des conditions extrêmes avec M. Ponsard, même si elle n'a jamais déposé plainte, il n'y a jamais eu de procédure concernant M. Ponsard. Plus d'1 semaine après la disparition de Francette, l'enquête s'emballe. Sa fille, Alexa, est à nouveau interrogée, cette fois-ci au sujet de son ancien compagnon, Philippe Ponsard, dont elle est séparée depuis 8 ans. Alors moi j'ai rencontré Philippe Ponsard par rapport à mon oncle et ma tante. C'était un ami à eux. Alors au début il était très gentil, bien sûr, très gentil, très généreux, très voilà. Donc on peut imaginer que cette jeune femme est charmée par cet homme charismatique. On imagine ce jeu de séduction qu'il met en place pour justement en faire sa compagne quelques mois après. Pourtant, dès le départ, Francette ne voit pas d'un bon œil cette histoire entre Alexa et Philippe Ponsard. Elle s'en serait d'ailleurs souvent plainte auprès de ses collègues. Elle m'en a parlé longuement. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. En me disant que c'était un homme mauvais, qu'elle ne l'aimait pas. C'était un personnage un peu atypique. Paul Gabriel, ami de Francette. Donc elle a tout fait pour sortir sa fille des griffes de M. Ponsard. Mais Alexa est amoureuse et elle n'en fait qu'à sa tête. Pourtant, les années passent et le comportement de Philippe Ponsard change peu à peu. D'après elle, il devient de plus en plus colérique
et possessif. Et c'est vrai que quand on est dans une relation comme ça monte crescendo en fait. Et on se rend pas vraiment compte tout de suite en fait qu'on est sous l'emprise de quelqu'un et que ce n'est pas normal en fait. C'est quelqu'un qui a commencé à se montrer très 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 jaloux et ça pouvait aller jusqu'à la violence physique. Tous les témoins interrogés sont formels. Après 6 ans de relations chaotiques, la situation se serait encore dégradée. Alexa décide finalement de quitter Philippe. La séparation entre Alexa et Philippe a été très houleuse. Vous avez une forme de harcèlement, des comportements violents, des appels anonymes répétés. Il m'appelait de jour comme de nuit, souvent d'ailleurs pour me menacer. J'ai eu l'impression qu'il me suivait. Philippe ne semble pas supporter la situation et ne laisse aucun répit à Alexa. Alors Gérard, le père, prend une décision plutôt inattendue pour essayer de protéger sa fille. Malgré la séparation du couple, il ne rompt pas les liens avec Philippe, son ex-gendre. Et ce qui va être assez particulier, c'est que Gérard, Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Plutôt que d'écarter ce monsieur de sa famille, va là encore préférer garder un œil sur lui. Tout simplement dans un souci de protection de sa fille. Stéphane Cugnot, commandant de police. C'est pour cette raison que Philippe Ponsard venait encore à son domicile. Pendant ces 8 années, mon père l'a accueilli, l'a même beaucoup aidé, même financièrement. Mon père, par exemple, a aidé à payer les funérailles de sa mère à lui. Francette, de son côté, avait Philippe Ponsard en horreur. Elle vivait extrêmement mal cette étrange situation, surtout lors de ses fréquentes visites. Et ça lui était insupportable. Insupportable. Elle s'est d'ailleurs disputée un petit peu avec Gérard, et je sais qu'à chaque fois qu'il venait, elle me dit qu'elle allait dans sa chambre pour ne pas le voir. Donc elle lui montrait qu'elle n'appréciait pas forcément. D'autant qu'Alexa a refait sa vie. Elle a eu un bébé et elle souhaite mettre de la distance avec son ex-compagnon. Francette a donc du mal à comprendre l'attitude complaisante de son mari vis-à-vis de Philippe. D'ailleurs, 3 jours avant sa disparition, un dernier événement aurait achevé d'envenimer la situation. C'était à l'approche des fêtes de fin d'année. En Martinique, la tradition à Noël, c'est de tuer le cochon, il y a toutes sortes de préparatifs, et Philippe Ponsard voulait absolument participer. Et ce jour-là, pour une fois, mon père lui a dit non. Non, Philippe, tu ne viendras pas parce que Alexa sera présente, de surcroît avec son nouveau compagnon et le bébé, et tu n'as rien à y faire. Ça a été un choc pour lui. Ça a été un choc parce que du jour au lendemain, on lui a retiré sa qualité finalement de membre honoraire de la famille. Donc il ne comprend pas ce rejet. Et il va partir très en colère, frustré, puisque pour lui, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas là. Un retournement de situation dont Philippe Ponsard, évidemment, tenait son ancienne belle-mère pour responsable. Alors, aurait-il pu s'en prendre à Francette afin de se venger? Pour les enquêteurs, cet homme fait désormais figure de suspect numéro 1. Et s'il retenait Francette quelque part, pour avoir une chance de la retrouver saine et sauve, il préfère ne pas le brusquer. Le 12 décembre 2014, après 10 jours de recherches infructueuses, Philippe Ponsard est convoqué en tant que simple témoin. Il indique être totalement étranger à la disparition de Francette Pierre-Émile. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Il indique qu'il a un alibi pour cette journée du 2 décembre, sauf que on essaye de vérifier cet alibi. L'emploi du temps qu'il nous donnait pour la journée du mardi, ça ne correspondait absolument pas. Face aux incohérences de ces déclarations, les policiers décident de perquisitionner son domicile. Lorsqu'ils arrivent chez lui, quelque chose frappe immédiatement le commandant Stéphane Cugnot et ses hommes. Alors que nous n'étions même pas dedans, on a sorti une forte odeur de javel qui va bien au-delà
de l'odeur que vous pouvez avoir quand vous faites le ménage. C'était vraiment impressionnant. Et cette odeur, elle est caractéristique de quelqu'un qui a nettoyé de fond en comble le domicile. Donc les enquêteurs vont procéder bien évidemment à d'autres relevés, notamment à la recherche de sang. La police passe les lieux au Blue Star, un produit chimique qui révèle les traces de sang, y compris lorsqu'elles ont été nettoyées. Et là, il n'y a plus de doute possible. Des traces de sang partout. Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. Quasiment dans toutes les pièces de la maison. Et vous voyez qu'il y a à la fois des traces où le sang a été essuyé et des traces de projection dans la cuisine, dans une salle de bain, dans la chambre au fond, mais vraiment tout le domicile est maculé de sang. Alors, s'agit-il du sang de Francette? En attendant le résultat des analyses, Philippe Ponsard est placé en garde à vue. Hôtel de police de Fort-de-France, dans l'après-midi du 12 décembre 2014. Tandis que le suspect attend d'être interrogé, un nouvel élément accablant tombe. Les résultats d'analyse révèlent que le mystérieux ADN masculin retrouvé dans la voiture de Francette est celui de son ex-gendre. On va se rendre compte, à la lecture du résultat des expertises ADN, que l'ADN de Philippe Ponsard se trouve dans le véhicule de Francette Pierre-Émile. Il était dans cette voiture. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Que s'est-il passé? C'est autre chose. Là maintenant, on va commencer à le questionner. Francette aurait-elle été agressée chez lui avant d'être transportée dans sa propre voiture? Devant ce scénario, avancé par les policiers, Ponsard reste de marbre. Ce qui était assez intéressant et ahurissant en même temps, c'est qu'une fois qu'il avait eu connaissance des éléments, il adaptait ses réponses à nos questions et aux éléments qu'on avait. Philippe Ponsard explique que si son ADN se trouve dans le véhicule de Francette Pierre-Émile... Virginie Selvetti, journaliste. C'est tout simplement parce que la veille, il l'a croisé, qu'il a voulu lui faire la bise et qu'il s'est penché sur la fenêtre côté conducteur pour pouvoir approcher Francette Pierre-Émile. Philippe Ponsard nie toute implication dans la disparition de son ex-belle-mère. Mais une fois encore, la science vient le contredire. Le sang retrouvé chez lui est bien celui de Francette. Confronté à tous ces indices, Philippe Ponsard se mure dans le silence, et alors que l'institutrice reste introuvable, il est mis en examen pour meurtre et incarcéré. Après 2 jours passés en détention, Philippe Ponsard est sous pression. Face aux gardiens de la prison, il craque et il finit par avouer l'impensable. Donc il va dire effectivement que c'est lui, il va faire des aveux, que c'est lui qui a enlevé Francette. Il va indiquer également que il lui a donné des coups et que, ne sachant que faire, il s'est débarrassé de son corps sur la route de l'Alma. Face aux gardiens médusés, Philippe Ponsard parle alors d'une dispute avec Francette qui aurait dégénéré. Et il apporte même une précision ahurissante. Et il dit surtout au gardien qu'il a sorti le corps du véhicule, qu'il l'a mise debout et qu'il l'a jeté dans la ravine. Les gardiens pensent, au vu de ce que dit M. Ponsard, que s'il la met debout, c'est que naturellement, elle est vivante. Pour la famille de Francette, en tout cas, l'espoir renaît. 15 jours après sa disparition, serait-elle toujours en vie? L'institutrice aurait-elle pu survivre à sa chute dans le ravin? Le détenu est aussitôt convoqué par le juge d'instruction. Il va à ce moment-là indiquer qu'il ne répond pas aux questions, mais soucieux de collaborer à l'avancement de l'enquête, il va révéler où se trouve Francette Pierre-Émile. Il dira que Francette se trouve à 1,8 km sur la route de l'Alma. Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Borne kilométrique 18, à droite, en contrebas d'une installation fluviale. Donc, on peut pas faire plus précis. La route de l'Alma, un axe extrêmement escarpé à travers la jungle
sur les hauteurs de Fort-de-France. On est vraiment au milieu de nulle part. Ce n'est pas une route qui est très passante, encore moins la nuit, parce que vous avez d'un côté donc des massifs de végétation et de l'autre des gouffres sans fond. Et effectivement, on se rend compte que on avait très peu de chances de trouver Francette Pierre-Émile dans un tel décor. 19 décembre 2014. Après plus de 2 semaines d'enquête, tout s'accélère enfin. Les grands moyens sont déployés pour tenter de retrouver Francette. Interrogé par un juge d'instruction, Philippe Ponsard accepte de conduire les enquêteurs sur la route de la Trace en direction du Morne Rouge. Et donc, les gendarmes du Grain vont s'arnacher depuis le rebord de la route pour pouvoir descendre un rappel. Et on verra qu'ils prendront un moment avant d'arriver au fond du ravin. Et à environ 40 mètres de profondeur. Stéphane Cugnot, commandant de police. Ils ont trouvé effectivement un corps d'une femme qui correspondra à celui de Madame Francette Pierre-Émile. Après 17 jours, le corps sans vie de Francette Pierre-Émile est retrouvé en contrebas d'une falaise. Il est passé aux aveux ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il aurait dit, parce que je n'ai pas eu le PV, mais il aurait dit il reconnaît avoir effectivement donné la mort à Madame Pierre-Émile. Je n'ai pas encore les conditions. Au sein de la famille de la victime, c'est un véritable tremblement de terre. Pour sa fille, Alexa, l'ancienne compagne de Ponsard, cette annonce met brutalement fin à toute forme d'espoir. Ça a été un moment très difficile parce que... Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Je ne sais pas si vous imaginez, on était là et puis de voir l'hélicoptère qui s'élève comme ça avec la civière en bas, c'est atroce à voir. Hein. C'est pas facile. Hein. Pour la famille, c'est le choc. Un double choc. Et ils ne comprennent pas comment quelqu'un qu'ils ont accueilli a pu leur faire ça. Après plus de 2 semaines d'angoisse et d'incertitude, sur l'île, c'est partout la douche froide. La population martiniquaise ne s'attendait pas à un tel dénouement. Les gens qui étaient là sont restés sans voix, il n'y avait plus rien. Jean-Marc Pulvar, journaliste à RCI. Dans un silence presque de cathédrale, personne ne parlait parce que c'était un moment très fort. Vous avez une forme de tristesse profonde qui vient s'installer parce que vous avez toutes ces personnes qui, à ce moment-là bien précis où on verra la nacelle se poser sur le bitume, qui se diront c'est fini, elle est morte. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. À l'école Saint-Joseph de Cluny, parmi les collègues de Francette, parmi ses élèves, tout s'écroule d'un seul coup. Il y a une surveillante qui vient me voir et qui me dit « Est-ce que tu as appris ?» Paul Gabriel, ami de Francette. Je lui dis quoi? Il me dit « On a retrouvé le corps de Francette. » Je suis restée sans voix, je suis restée assise pendant tout l'après-midi. Alors là, ce jour-là, je crois que vraiment le ciel s'effondre sur la tête de tout le monde. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de rassembler tous les enfants dans le parc. Donc, vous imaginez 400 élèves qui pleurent en même temps. Toute l'école a pleuré. Tandis que Philippe Ponsard ne donne toujours aucune explication, un médecin légiste procède à l'autopsie du corps. Un examen rendu très compliqué par son état. L'autopsie était difficile à lire. Je vous assure que de ma carrière, je n'ai jamais vu un cadavre dans cet état. Le climat tropical, le temps qui s'est écoulé entre le 2 et le 19 décembre, donc 17 jours, tout ce temps-là a malheureusement entraîné la putréfaction d'une partie du corps. Et du coup, les médecins légistes n'ont pas pu déterminer la cause du décès. Et encore une difficulté pour cette enquête, c'est que le médecin légiste n'a pas réussi à dire si Francette avait été victime de violences sexuelles ce jour-là. L'autopsie, loin d'apporter des réponses, plonge un peu plus les enquêteurs dans le mystère. Qu'est-il arrivé exactement à Francette ce terrible jour du 2 décembre 2014? Et surtout, pourquoi Philippe Ponsard s'en est-il pris à son ex-belle-mère?
Reste donc à établir les circonstances précises du crime, ainsi que le mobile. Ce n'est qu'après plusieurs semaines de silence que le suspect finit par se montrer plus coopératif. Et voici ce qu'il raconte. Il est tombé sur elle par hasard et ils vont évoquer une histoire de dette d'argent. C'est ce qu'il dit. Il lui propose d'aller chez lui pour régler leurs problèmes d'argent. Dinari Oual-Rosier, avocate des parties civiles. Elle le suit sans aucune difficulté et elle se retrouve chez lui pour régler cette question d'argent. Arrivé sur place, la discussion avec Francette se serait, dit-il, peu à peu envenimée, avant de déraper complètement. Il explique que là, une dispute verbale assez virulente s'est engagée entre les deux. Il s'était emporté qu'il avait poussé Francette Pierre-Émile donc dans le domicile, que celle-ci était tombée, qu'elle s'était blessée. D'après lui, Francette se serait alors sérieusement blessée à la tête en heurtant un meuble. Elle aurait commencé à beaucoup saigner. Confronté au risque d'être dénoncé, Ponsard raconte avoir longuement hésité sur ce qu'il devait faire. Philippe Ponsard explique que plus tard dans l'après-midi, Virginie Selvetti, journaliste. Francette Pierre-Émile voulait se rendre aux toilettes. Une fois dans les toilettes, elle aurait recommencé à crier. Muriel Renard-Legrand, avocate des parties civiles. Qu'il l'aurait à ce moment-là bâillonnée et laissée dans la chambre. Selon le récit de Philippe Ponsard, Francette serait ainsi restée bâillonnée sur le lit, la tête en sang, durant des heures, jusqu'au moment où il se serait aperçu qu'elle ne respirait plus. Quand il est revenu, il l'a vue sans vie, il a décidé, en panique, dit-il, de se débarrasser de son corps. Il l'aurait embarqué dans son véhicule et l'aurait jeté sur la route de l'Alma. Donc Philippe Ponsard indique que Francette Pierre-Émile était bien morte à son domicile et bien morte au moment où il l'a jetée du haut de l'Alma. Philippe Ponsard précise avoir ensuite abandonné la voiture de Francette sur un parking dans le quartier de Cluny pour tenter de brouiller les pistes. Philippe Ponsard plaide l'homicide involontaire. Il nie toute préméditation et explique que s'ils se sont rendus à son domicile, c'était pour avoir une discussion et aucunement pour lui tendre un piège. La chute aurait été complètement accidentelle et la suite, la résultante de la panique de Philippe Ponsard. Un récit qui, pour les enquêteurs, comporterait bien des incohérences. Pour preuve, les éléments recueillis par la police technique à son domicile. Là encore, ça ne correspond pas aux constatations scientifiques parce que on voit qu'il y a du sang dans l'ensemble de la maison. Ludovic Romain, avocat des parties civiles. Vous en avez dans le salon, dans le couloir, dans la chambre. Donc il y a bien eu, à ce moment-là, effectivement une scène d'une rare violence dans cet appartement, quoi qu'en dise Philippe Ponsard. Et ce n'est pas tout, car les enquêteurs découvrent également certaines recherches effectuées par Philippe Ponsard sur Internet, juste après la dispute fatale. Et elles racontent une toute autre histoire. Comment s'opèrent les recherches de téléphone portable par géolocalisation? Combien de temps peut survivre un corps, un être humain sans eau ou sans nourriture? Ça vous laisse penser qu'au moment où vous la jetez, vous savez pertinemment qu'elle est vivante. Et vous voulez vous assurer qu'elle ne pourra pas survivre plus d'une semaine. Quant à cette histoire de différends financiers qui auraient poussé Francette à le suivre, elle ne convainc pas davantage la justice, tout comme sa famille d'ailleurs. On sait que Francette dit à peine bonjour à Philippe Ponsard quand elle le voit chez elle. Donc on ne voit pas à quel moment elle aurait noué une question d'argent avec lui. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas debout non plus. Quand on sait la version qu'elle lui portait... Mélinda Boulet, journaliste à France Antilles Martinique. C'était peu probable qu'elle se rende chez lui, surtout sur sa pause déjeuner. Comme relativement courte, ça semble peu probable. Pour l'accusation, le scénario serait plutôt le suivant. Philippe Ponsard aurait supprimé Francette par pure vengeance.
parce qu'il avait désormais interdiction de se rendre chez son ex-compagne. Une affaire glaçante qui n'a pas fini de hanter les esprits. C'est une histoire dont on a beaucoup parlé en Martinique parce que c'est la première fois qu'un drame pareil se produit. On voit ça à la télé, en métropole, ailleurs, mais on n'avait jamais vu une chose pareille, un drame pareil en Martinique. Ce qui a choqué, c'est vraiment que vous allez toucher finalement, on a touché à deux institutions. C'est la maman, la mère de famille, et l'institutrice. Il y a eu cette forme d'empathie populaire et même de tristesse qui font qu'on ne peut pas rester insensible. Alors, meurtre commis de sang-froid ou bien dispute qui aurait mal tourné? Philippe Ponsard, dont les avocats n'ont pas souhaité s'exprimer, parviendra-t-il à convaincre les jurés qu'il n'avait pas l'intention de tuer? Ce sera à la cour d'assises de trancher. Tribunal de Fort-de-France en Martinique, 15 octobre 2018. Près de 4 ans après le crime, l'émotion demeure intacte. Philippe Ponsard, comparé pour le meurtre de Francette Pierre-Émile. Il risque 30 ans de prison. Pour tous les proches de la victime, voilà enfin l'épilogue de cette histoire. Il y a énormément de zones d'ombre et la famille espère, lorsque le procès s'ouvre, que Philippe Ponsard pourra au moins lui accorder cela, de dire la vérité. La famille attendait des explications. Pourquoi la maman s'est retrouvée chez Philippe Ponsard? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, on a commencé cette audience en se disant peut-être qu'on aura des réponses. Dès le premier jour, une foule très compacte se presse à l'entrée de la salle des assises. Objectif, tenter d'apercevoir l'homme qui doit prendre place dans le box des accusés. Je me rappelle qu'il y avait du monde dès 6 heures devant le tribunal, tout le monde. Et il y avait une file d'attente toute la journée. Dès qu'une place se libérait à l'intérieur de la salle, c'était pour laisser rentrer quelqu'un parce que tout le monde voulait assister au procès de Philippe Ponsard. C'est devenu finalement une affaire qui dépasse les simples frontières de la famille. Vous avez toute une population qui attend la vérité. Les débats commencent et très vite, la famille de Francette déchante. Philippe Ponsard s'en tient à la position qui a été la sienne durant toute l'instruction. Malgré les différentes versions, il y a un point sur lequel Philippe Ponsard ne changera jamais de position, c'est sur le fait qu'il n'y avait pas d'intention criminelle, qu'il s'agissait d'un homicide involontaire et que la chute de Francette Pierre-Émile était accidentelle. Devant l'attitude de l'accusé, les proches accusent le coup. En particulier, Alexa, qui doit faire face à son ancien compagnon, devenu meurtrier de sa mère. Il a été un peu fidèle à lui-même. Il prenait la parole alors que son avocat lui demandait de se taire. Alexa Pierre-Émile, fille de Francette. Enfin bon, quelqu'un d'assez arrogant, d'assez... voilà. Moi, il ne m'a jamais regardé. Jamais. Je l'ai regardé à plusieurs reprises. J'ai cherché son regard. Il n'a jamais levé les yeux vers moi. Il ne m'a jamais regardé. Les avocats de la défense passent à l'offensive. Ils essaient notamment de fragiliser l'un des témoignages à charge, celui du gardien de prison, qui affirme que d'après le récit de l'accusé, Francette était encore vivante quand il l'a jetée dans le ravin. Sur les 2 gardiens de prison qui ont entendu la version de Philippe Ponsard, seul l'un des 2 évoque le fait que Francette Pierre-Émile était debout. Pour la défense, c'est la seule fois où un témoignage relate le fait que Francette était debout et que dans les 30 versions différentes qu'il a livrées par la suite, il n'a jamais été question de cela. Je crois qu'il convient plutôt d'attendre l'évolution du dossier pour que sur ce point précis, Philippe Edmond Mariette, avocat de la défense. On sache quel était à la fois le cadre et la forme de cette déposition. Il y a un certain nombre de témoins qui avancent des informations nouvelles. Max Belmar, avocat de la défense. C'est des choses à prendre avec beaucoup de précautions. Autre facette de cette stratégie de défense, afin d'expliquer ses accès de violence, les avocats de l'accusé insistent sur son parcours de vie pour le moins compliqué. Une enfance effectivement
pas très rose, mais assez commune aux Antilles. Fils d'une relation adultérine. Quand il est conçu, son père est marié à une autre femme et a des enfants. Il a une image très négative de sa mère qu'il a cachée pendant de nombreuses années. Virginie Selvetti, journaliste. La défense s'attache à dire qu'il aurait projeté sur France 7 l'image de sa mère. Et que ce jour-là, le coup de sang qu'il a eu est la résultante de ses blessures du passé. Les jurés entendront-ils les arguments de la défense? Après 5 jours d'audience, la sentence tombe. Philippe Ponsard est condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle. Aucune circonstance atténuante ne lui est accordée. Pourtant, il ne fera pas appel. Bien des années ont passé en Martinique depuis cette effroyable tragédie, mais il est un endroit où le chagrin est toujours présent. C'est à l'école du couvent Saint-Joseph de Cluny, là où France 7 enseignait. Je garde le souvenir d'une personne toujours très très douce, très gentille avec ses élèves. Ses élèves l'adoraient, les parents d'élèves l'aimaient énormément. Geneviève Tell, directrice de l'école Saint-Joseph de Cluny. Et en fait, nous avions envisagé également de donner son nom à une des salles de l'établissement. J'ai l'impression de n'avoir jamais fait le deuil de France 7. Paul Gabriel, ami de France 7. Et j'ai du mal à croire, qu'elle soit partie comme ça, quoi. Aujourd'hui, c'est surtout parmi les membres de sa famille que le souvenir de France 7 reste le plus vivace. Moi, il n'y a pas un jour qui passe en 8 ans sans que j'y pense. J'y pense tous les jours. Alexa est à la fois la fille de la victime et l'ex-compagne de son meurtrier. Elle tente de ne conserver en mémoire que les bons moments passés avec sa mère. On garde vraiment le souvenir d'une femme joyeuse, qui aimait ses enfants, qui aimait sa famille. Elle aimait les fêtes de famille, elle aimait vraiment, elle aimait tout ça en fait. Et c'est vraiment le souvenir qu'on va garder d'elle, d'une femme souriante, toujours de bonne humeur, qui aimait plaisanter, voilà. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.